Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Vous avez peut-être vu la story, donc ce soir je reçois Hélène et je vous cache pas que je suis extrêmement émue. Ce sont des sujets qui sont toujours très tabous en fait, et selon moi il n'y a pas de sujet tabou. Je pense qu'on peut aborder tous les sujets de la Terre. Coucou Hélène. Et des fois justement on aborde les sujets avec à reculons, et quand on aborde les sujets, des fois il est trop tard. Du coup, donc c'est important à mon sens d'en parler. Et ce soir, je voudrais dire merci aussi à Sonia Barkala que j'ai reçue pour son livre sur les EMI. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui débarquent sur ce compte, eh ben, vous pouvez les regarder, ou sinon sur la chaîne YouTube, parce que tous les IGTV, je les mets après, c'est plus facile pour retrouver les vidéos. Bonsoir Kat. Et bonsoir Régine. Et du coup, bah, c'est grâce à Sonia que j'ai eu la connaissance d'Hélène. On va en parler évidemment avec elle, mais je voulais lui dire merci parce que voilà, elle cite l'association dans son livre, et du coup, j'ai eu terriblement envie de prendre contact avec les trois grâces, j'allais dire, ces mamans merveilleuses. Qui ont créé cette association, les mamans lumineuses et les papas aussi. Et du coup, voilà. Bah, écoutez, bonjour à tous. J'arrive pas à lire. Gare Priscilla, pause. Et vous, Sarah, bah, écoutez, bienvenue. Merci d'être là. Et je vais aller chercher Hélène. Normalement, je devrais te trouver. Voilà. On va faire un test, hein, parce qu'Hélène voulait aller sur son iPad et je sais pas si ça va fonctionner. Sinon, bah, c'est pas grave, on fera sur le téléphone après. Ah ben voilà. Donc ça fonctionne sur l'iPad sans problème. Ben, on dirait bien. On va faire un test, hein, parce qu'Hélène voulait aller sur son iPad et je ne sais pas si ça va fonctionner. Sinon, bah, c'est pas grave, on fera sur le téléphone après. Ah ben. Je m'entends en retour, Hélène. C'est normal? Je sais pas. Tu t'entends encore? Non, ça y est, là, c'est bon. Ah, c'est parfait. Eh bien, bonsoir, Hélène. Bonsoir, Nathalie. C'est ton premier live, hein, c'est ça? Mon premier live, oui. Pas ma première interview, mais mon premier live. Voilà. Bon, je voudrais dire quand même qu'on s'est rencontrées pour de vrai, toutes les deux. C'est exact. Dans un très joli endroit. Dans un très joli endroit à Biarritz. C'était il y a un mois, à peu près. Environ, oui. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'étais en vadrouille. Et bonsoir Guylaine. Je ne connais pas tout le monde, mais bonsoir et bienvenue. Et voilà, je voulais dire qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait, voilà, tu étais dans la région, tu habites dans la région, et moi j'étais en vadrouille là-bas, et je trouve que c'était chouette de pouvoir être toutes les deux dans la vraie vie. Parce Oui. qu'on s'était rencontrés avec l'association justement sur un Zoom. On s'est rencontrés avec tes deux acolytes, on va dire. Et donc, voilà, on a décidé de se rencontrer pour de vrai, et de mettre en place plusieurs lives. Donc, je l'ai dit, il y aura d'autres personnes qui vont venir faire des interviews comme toi. Enfin, c'est pas des interviews parce que j'ai l'impression d'être une journaliste, qui est pas du tout mon cas, mais des moments de partage ensemble sur différentes thématiques, évidemment, qui seront toujours les mêmes, qui seront toujours liées. Mais voilà. Ben, merci de nous accueillir en tout cas, Nathalie. Effectivement, donc c'est moi qui passe en premier. Et puis ensuite, Caroline et Sandra auront le plaisir aussi de faire ce petit exercice avec toi. Voilà. Et ben écoute, merci de te prêter au jeu de ce direct. C'est pas toujours évident, mais après c'est simple, hein, tu vois. Regarde, on est que toutes les deux. On s'en fiche du reste. Bon, il y aura peut-être des questions. Du coup, on va y répondre parce que c'est assez facile. On va voir ce qui se passe. Et puis voilà. Après, moi, je suis quand même assez intimidée parce que c'est un sujet très sensible, et je me pose là comment dire, en support avec ce que je suis, bien sûr, et avec les fleurs de bac, mais je suis pas là en donneuse de leçons de quoi que ce soit, parce que c'est un sujet qui est tellement fragile que je ne voudrais pas non plus heurter la sensibilité de tous ces parents qui sont peut-être derrière cet écran et qui entendent peut-être des choses. Et j'aimerais quand même poser les choses, parce que si je propose des fleurs, si tant est que je le fasse là, euh, j'aimerais que ce soit dans la bienveillance, et ne pensez pas que ce sont des solutions. C'est un soutien qui pourra peut-être convenir à chacun ou chacune d'entre vous, et peut-être pas du tout. Peut-être que vous avez aussi chacune et chacun expérimenté les fleurs de bac.
Bach. Moi, c'est un espace de partage où je peux partager ce que je sais, ce que je connais, et ça reste dans la limite de ma connaissance. Et après, c'est une expérience que chacun va vivre et va s'approprier, évidemment. Mais les fleurs, elles ont aussi leur autonomie et leur identité propre par rapport à des émotions très particulières que nous pouvons traverser dans la vie, et notamment la perte d'un être cher, et en l'occurrence d'un enfant. Voilà. Je te rassure Nathalie, je pense que la plupart des parents ont effectivement fait appel à Rescue, notamment, qu'on trouve assez facilement en pharmacie. Et puis l'autre qui s'appelle La Star de Bethléem, je crois. Exactement, je l'ai sorti, tu vois, c'est bon, voilà, bah, j'aime bien les montrer, tu me connais un peu. Voilà, bah, Rescue, pour ceux qui savent pas, c'est en fait, bon, vous savez que vous êtes sur ce compte, hein, ici c'est les fleurs de Bach entre autres, hein, mais Rescue, c'est un mélange que le créateur des fleurs de Bach, donc Édouard Bach, a créé, qui est 5 fleurs, et c'est vrai que on peut rentrer entre guillemets avec les fleurs de Bach souvent avec ce Rescue, et cette Star of Bethlehem que tu viens de mentionner, elle fait partie du Rescue. Et cette fleur, elle parle de tout ce qui est choc, séquelles d'un choc. Et quand on dit séquelles, c'est aussi les stress post-traumatiques, c'est-à-dire que même si le choc a été provoqué il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, et même quel que soit le nombre d'années, Star of Bethlehem, à partir du moment où lorsqu'on exprime l'émotion de ce qui a été vécu comme un choc, est encore présent à soi-même, quel que soit le nombre de jours ou d'années ou de semaines, eh bien, ça veut dire que cette émotion est encore présente en nous. Et je fais souvent le comparaison, tu sais, avec l'ostéopathie. Quand un ostéopathe, tu mets ton corps entre les mains d'un ostéopathe qui va te dire « Ah tiens, vous avez eu un accident à tel âge, etc. » Ben, c'est un peu ça en fait. Hein. Star of Bethlehem, elle est comme si elle était encore présente en nous, cette émotion d'une grande violence qui est vraiment liée au deuil, à la tristesse, au chagrin. Et Bach parle même de ce chagrin. Alors voilà, j'ouvre des guillemets, hein, c'est les mots de Bach, c'est même ceux qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être consolés. C'est-à-dire que dans cet état de souffrance et de deuil et de tristesse immense, la consolation des fois n'est même pas acceptable en fait. Et parce que d'une certaine façon, ben, si on accepte d'être consolé, ça veut dire qu'on n'a plus de chagrin, et si on n'a plus de chagrin, ben, c'est comme si on s'en fichait, ce qui n'est pas le cas. Et Star of Bethlehem, elle va traiter cette sorte d'émotion, de douleur intense qui fait que on est consolable. Alors dans cette partie qui est entendable, hein, de cette consolation qui appartient évidemment à chacun, puisque chacun vivra ce choc et ce chagrin à sa façon évidemment. C'est pour ça que tout ce qu'on peut dire sur une fleur, c'est à nous de nous les approprier, ces émotions-là, parce que ce sera différent selon chacun, évidemment, selon l'histoire de chacun. Voilà. Bien sûr. Ceci étant posé, voilà. Toi, tu as écrit un livre pour témoigner de ton histoire et de ton expérience personnelle, et tu es maman de plusieurs enfants, Hélène. Voilà. Donc effectivement, j'ai écrit un livre et je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oh, il y a une fleur. Donc mon livre qui s'appelle La valse du sablier, effectivement. Donc moi, je suis maman de 5 enfants et ma fille aînée, Laura, qui est partie dans un accident de voiture il y a 5 ans et demi alors qu'elle avait 24 ans. Donc j'ai choisi de témoigner sur en fait la vie d'après. C'est-à-dire ben, qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant. Comme tu dis, le chemin est différent pour chacun, mais il y a quand même des points communs, des lieux communs sur lesquels on se rejoint entre parents. Des étapes à passer, même si on n'aime pas trop être réduit à des étapes, hein, et qu'elles ne sont pas linéaires du tout. Et du coup, mon livre, si tu veux, j'ai voulu qu'il témoigne un peu de ce processus de deuil, entre guillemets, qui n'est pas linéaire, qui est totalement imprévisible, qui nous met par terre assez régulièrement, jusqu'au jour où on entrevoit un petit bout de lumière. Et si on réussit à l'attraper et à avoir assez d'énergie pour le faire, effectivement, on peut se relever. On peut même se relever de la perte d'un enfant. Donc, mon témoignage, je ne le voulais pas linéaire, c'est-à-dire, voilà, on commence à la lettre A, on finit à la lettre Z, et tout se passe chronologiquement. Il est très surprenant ton livre, parce que justement, c'est un festival de vie, en fait. Il est hyper vivant, ton livre. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un plan A, B, C jusqu'à la lettre Z.
et c'est pas du tout construit comme ça. Donc Non, c'est j'allais dire, c'est très apaisant aussi dans la lecture parce que justement, ça, c'est pas frontal et en même temps, on est complètement immergé dans la vie totale de tous les membres et de tous les protagonistes voilà, du départ de Laura en fait. c'est ça. Et du coup, ben, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi la valse du sablier. C'est parce que ça parle de la temporalité du deuil et du fait qu'on fait un peu toutes ces spirales. Et j'ai voulu lui donner ben, justement le rythme des saisons. Donc, je ne pars pas justement du choc frontal de ce fameux 15 octobre où ma fille est partie. Je pars de son prochain non-anniversaire. Et là, on est au printemps. Et donc, j'ai choisi de décliner d'abord tous les printemps, puis tous les étés, tous les automnes et tous les hivers. Et donc, comme je disais, on retrace ben, toutes les problématiques qu'on rencontre, nous, par rapport ben, à la santé, qui quand même, j'en parle énormément dans mon livre, parce que les effets sur la santé ne sont pas à négliger, ils sont à prendre en compte. J'évoque aussi effectivement la fratrie, les frères et sœurs, ce qu'ils ressentent, ce que nous, en tant que parents, on est capable ou pas de faire par rapport aux frères et sœurs. Et puis cette avancée qu'on essaye de faire tous ensemble malgré tout. Je parle aussi du thème du travail, de retrouver ben, ses envies, ce qui nous faisait du bien avant. Euh, je ne sais plus trop parce qu'on fait pas mal de groupes de parole et avec Caroline et Sandra, on se réunit aussi avec le conjoint de Sandra et celui de Caroline. Mais à un moment, je pense que c'est le mari de Sandra qui a dit ça, que si on aimait quelque chose avant, il n'y a pas de raison qu'on ne l'aime plus après. Voilà. Et dans mon livre, en fait, je veux témoigner de ça. C'est que la clé, elle est en nous. Que certes, on est complètement mis à terre et ça va prendre du temps avant de se restructurer et avant d'avoir à nouveau des envies, de ressentir même un tout petit peu de joie ou de se l'autoriser. Mais le jour où on décide pas seulement de survivre, mais de revivre, je dis même pas que c'est repasser à la vie, c'est vraiment, on veut quelque chose de plus fort qu'avant. On ne veut pas se contenter de la vie qu'on avait avant. Une fois qu'on prend la décision consciente de s'en sortir, on veut quelque chose de plus fort et pour soi-même, on veut aller au-delà de qui on était auparavant. Donc c'est ça que tu dis, Hélène. Là, tu es en train de dire que c'est une décision que l'on prend et c'est pas quelque chose qui arrive à notre insu. Alors ça se fait sur le temps, mais c'est par vague aussi, parce que rien n'est jamais acquis, hein, puisqu'on peut pas avoir la certitude de rien dans la vague émotionnelle de cette tempête. Par contre, il y a quand même une action de volonté à un moment donné. C'est comme une forme d'injonction que tu t'es dit. On dit maintenant ça suffit, je choisis. Oui, oui. À un moment donné, j'ai réalisé que tout ce que je faisais depuis plusieurs années, ben, c'était de la survie. C'était aller d'un matin à l'autre matin sans causer trop de dégâts et sans me faire trop de mal. Et puis un jour, bah oui, j'en ai eu assez de cette vie-là. Et j'ai eu envie de remettre voilà, de la couleur, des envies, des projets, des choses dans tout ça. Mais tant qu'on n'a pas ce déclic en nous, bah on va continuer à être juste en mode survie. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va nous amener ce déclic, il faut que ça vienne de nous. Et j'ai une image assez simple pour ça, hein, c'est que et ça s'apparente pas qu'au deuil et pas que à la perte d'un enfant. Il y a toutes sortes de pertes dans la vie. Ça peut être une perte sentimentale, ça peut être la perte d'un travail qui peut nous mettre vraiment au fond du trou. Mais tant qu'on n'a pas touché le fond de la piscine, on ne donnera pas le coup de talon pour remonter. Et je pense que il faut éprouver vraiment toutes les émotions qui vont avec la souffrance de la perte d'un enfant avant d'être capable de donner ce coup de talon. Voilà, parce que ça fait partie du processus. Et ça fait très peur, forcément. Et donc, on le fait chacun à son rythme, selon ce qu'on est plus ou moins disposé à accepter ou à assimiler. On est d'accord. Et à un moment donné, tu parles de cette partie de toi, tu parles de elle, sur celle qui parle comme ça. Je trouve ça très joli de se désidentifier de sa souffrance Mmh. aussi, en parlant sur une tierce personne en fait. C'est pas du tout un côté schizophrène, hein, c'est pas ça du tout le Non, sujet. Mais c'est comme si tu avais pu mettre de la lumière sur toi, de cette partie de toi qui était en souffrance et que tu t'observais dans cet état-là et qui est juste, hein, qui est pas une part de jugement, mais que cette partie-ci, tu voulais plus adhérer et lui donner autant de place en fait. sorte de pouvoir, oui, je me souviens.
En fait, je crois que je me suis même dissociée en trois personnages. C'est ça. Donc, il y avait, euh, comment dirais-je, si j'arrive à me souvenir de ce que j'ai écrit. Il y avait Et donc, tu sais quoi, ils iront l'acheter, ils iront le lire. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment, enfin, moi, ça m'a vraiment percuté parce que c'est très significatif je trouve, d'une, est-ce que je peux dire une forme de guérison, j'en sais rien, mais une forme d'apaisement, une forme de lucidité aussi, de dissociation de ce que l'on vit dans ces moments-là, de chérir la part qui a envie de s'extraire de cette douleur-là et qui est nécessaire. Hein. Je porte pas de jugement hein, par rapport à ça, mais quand même d'avoir cette lumière aussi sur cette part qui sombre et de relativiser c'est comme s'il y avait une forme de proportion en fait quand tu parles de toi en ouais, trois parties et que cette partie-ci, bah, t'as vu, voilà, il y a quelque chose qui dysfonctionne en fait dans ta capacité à cohabiter en fait avec les autres parties. Je sais pas si je suis très claire, mais ouais, ouais. Et puis, de toute façon, je pense que quand on souffre vraiment beaucoup, le phénomène de dissociation, il est là pour nous protéger aussi. Donc, exactement. donc ça arrive pour tout le monde, je pense. Mais moi, j'en ai pris conscience à un moment. Et du coup, oui, j'ai pu un petit peu, euh, en analysant ça, réaliser quelle part de moi je voulais garder et quelle part était seulement temporaire et que à terme, je savais qu'elle partirait. Mm. Il faut se faire confiance aussi dans ces moments-là. Oui, mais c'est pas facile. Parce que quand on a perdu confiance en la vie qui nous a pris notre enfant, on n'a plus confiance en grand-chose derrière. Mm. C'est ça. Et par rapport au regard justement sur tes quatre autres enfants qui sont présents à tes côtés dans ces moments-là ou Mm. à peu près là, euh, la confiance, on se raccroche aussi à cette confiance-là. On passe par plusieurs étapes aussi par rapport aux autres enfants quand on a la chance d'en avoir d'autres. Parce que je pense également aux parents qui perdent leur enfant unique. Et là, c'est encore un autre sujet, mais C'est clair. énormément d'importance et qu'on adresse d'ailleurs dans notre association. Mais donc effectivement, mes enfants, ils sont tous différents et on le découvre bien dans le livre. Donc chacun a sa manière de gérer une relation différente avec moi aussi. Il y en a qui veulent me protéger, donc ils vont pas tout me dire, ils vont faire semblant d'aller bien. Il y en a qui vont être un petit peu dans le déni. Et puis moi, je passe aussi par plusieurs étapes. La première, c'est quand, je le dis dans le livre d'ailleurs, au début, c'est comme s'ils étaient en noir et blanc et Laura est en couleur. Voilà, je ne vois que ma fille qui est partie. Donc, son absence est tellement magistrale que pour moi, c'est ça qui est en couleur. Et mes quatre enfants à côté sont devenus en noir et blanc. Et un jour, je décide de leur remettre de la couleur parce que je réalise que ils ont perdu leur sœur, ils n'ont pas à perdre leur mère aussi. Et donc, après, on passe aussi par des étapes où on a peur de les perdre eux aussi. On est en état d'alerte permanent, donc c'est ce que je parlais par rapport à refaire confiance à la vie et pas seulement à soi-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Surtout que ma plus jeune a développé un cancer aussi, donc ça a été autre chose à affronter. Heureusement, elle va bien aujourd'hui de ce côté-là. Et puis, voilà, petit à petit, ça fait partie aussi de la vie qui revient et de repartager des joies avec eux, puisque depuis maintenant, j'ai aussi trois petits-enfants. Parce que voilà, je vous annonce un scoop pour ceux qui ont terminé le livre et donc ça s'arrête. J'ai qu'un petit-fils, le petit baby Elliot. Il a une petite sœur, donc Willow. Et puis mon autre fils, donc qui s'appelle Spring dans le livre, est devenu papa vendredi dernier d'un petit Enzo. Donc voilà, et tout ça, c'est ce qui remet des couleurs dans la vie aussi. Et, euh, et nos autres enfants ont le droit à leur propre vie. Je ne voulais pas infléchir leur trajectoire à cause du drame d'avoir perdu leur sœur. Donc voilà, ils ont le droit d'avoir une maman qui est pleinement consciente des efforts qu'ils font, de leurs avancées dans leur vie, qui continue à être fière et intéressée et qui ne se recueille pas en se focalisant juste sur ce qui n'est plus. Donc je pense avoir réussi ça et du coup on peut à nouveau vivre des bonheurs en famille, mais ça prend du temps. Tout ce que je dis là, faut pas oublier que moi ça fait 5 ans et demi que ma fille est partie.
Et ça veut pas dire que tout va bien non plus, parce que ben voilà, hier encore, j'ai eu un gros coup de mou et il m'arrive toujours de pleurer et de regretter des choses. Mais c'est plus aussi mordant qu'au début. Ça ne m'envoie plus au fond. C'est temporaire. Et surtout maintenant, je sais que c'est temporaire. Donc il faut juste subir la vague et une fois qu'elle est passée, on se relève. On vivra avec toute notre vie. C'est quelque chose qui partira jamais. Est-ce que tes enfants ont lu ton livre? Alors, mon fils le plus jeune, donc Autumn, l'a lu. Il l'a lu en moins de 24 heures. Et donc, il m'a fait un retour. Il n'y avait pas de souci. Il n'aurait rien censuré. Il a beaucoup aimé la manière dont je développe les émotions. Et moi, j'étais très touchée qu'il le lise aussi vite, d'une seule traite. Donc, mon fils, qui est en Angleterre, donc Summer, lui, l'a reçu. Alors, je sais qu'il a commencé à le lire, mais bon, étant papa de deux jeunes enfants, je m'attends pas non plus à ce qu'il puisse le lire en 24 heures. À son rythme. Voilà. Et ma fille la plus jeune a commencé à le lire et elle était super enthousiaste et elle n'a pas arrêté de me dire qu'elle était très fière de moi, tous d'ailleurs, hein, avant même de l'avoir lu. Et elle a commencé à le lire, mais elle a dû s'arrêter et elle était désolée de me le dire, mais uniquement parce que pour elle, ça lui a ramené trop de mauvais souvenirs, notamment par rapport à sa maladie et ses difficultés à elle. Et que, voilà, elle m'a dit, donc je l'ai mis dans un tiroir, maman, ça veut pas dire que je le lirai jamais. C'est Bien juste sûr. pour le moment, c'est trop dur pour moi et je respecte tout à fait. Et avec ma fille, on a une telle honnêteté l'une envers l'autre pour se dire les choses que, voilà, c'est un petit Bouddha de sagesse en fait, ma fille. Et du coup, je suis obligée d'accepter tout ce qu'elle me dit parce que il y a vraiment, voilà, de la sagesse. La sagesse qu'ont seulement ceux qui ont extrêmement souffert. Et malheureusement, ma petite puce a extrêmement souffert et continue à souffrir sur un plan physique. Mais du coup, quand elle me dit des choses comme ça me touche énormément et elle met toujours les gants, elle a toujours peur de me blesser, donc elle fait attention. Et ouais, mais je suis tellement fière d'elle et de tous. Euh, c'est une grande richesse de les avoir tous les quatre. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à un moment donné? Parce que tu as toujours écrit en fait, hein. Enfin, un mois après, tu t'es mis à écrire. Qu'est-ce qui t'a motivé un jour à prendre la décision de l'édition et du partage? Je vais répondre à ta place, j'imagine, ça peut tomber sous le sens de bah, justement accompagner aussi d'autres personnes qui auraient vécu quelque chose d'assez similaire, on va dire. Mais est-ce qu'il y a Bah, d'autres choses? oui, bien sûr. Bah, quand j'écrivais au début, j'écrivais sur un blog. Et comme je le dis dans mon livre, très justement, je partageais avec des parents qui en étaient chronologiquement au même point que moi. Pour moi, ça avait du sens. Et au bout d'un an, j'ai arrêté d'écrire dans le blog. J'ai eu envie de retrouver ma bulle, mais j'ai continué à écrire tout ce qui m'arrivait un peu comme un défouloir parce que j'en avais besoin pour rester, voilà. Et en même temps, j'avais vraiment espoir d'arriver à écrire un livre sur ma fille que je n'ai pas réussi à écrire pour le moment parce que c'était trop douloureux, c'était probablement pas le bon moment. Et puis, ben, 3 ans et demi après, tout d'un coup, j'ai eu la réalisation au détour d'une méditation, parce que ça arrive souvent comme ça. Mais ton livre, tu l'as déjà en fait. Il suffisait de compiler, de trouver effectivement la structure, et donc je l'ai trouvé avec les saisons. Et en 4 mois, donc, j'avais écrit un manuscrit de 500 et quelques pages, dont j'étais assez fière. Et puis, ben, la prochaine étape, il fallait l'envoyer à des maisons d'édition. Donc là, j'ai commencé à douter. Et puis en fait, c'est allé très très vite, puisque ben, les éditions Maya, au bout de 2 semaines, ont dit que le comité de lecture avait retenu le manuscrit. Et pour la petite histoire, j'ai reçu le mail des éditions Maya le soir de mes 50 ans, le 29 décembre dernier, donc c'était un joli signe aussi. Très beau Et cadeau. tout s'est enchaîné super vite, et donc il est sorti en avril. Mais par rapport au partage, ce que j'expliquais, c'est qu'au début, pour moi, c'était les parents qui en étaient chronologiquement au même moment. Et petit à petit, j'en suis venue à réaliser que, bah, comme je disais, la temporalité du deuil, que mon livre pouvait s'adresser non seulement à ces parents-là, mais malheureusement, surtout aux futurs parents, ceux qui n'ont pas encore perdu d'enfants, et qui pourraient trouver des ressources avec mon livre. Pour moi, c'est vraiment le sujet du live, hein, Hélène. C'est vrai que c'est un sujet très délicat et c'est ce que j'ai annoncé un petit peu dans la story, mais tout en début de live, c'est que des fois, je donne des sujets comme ça et je me dis, beaucoup se sentent pas concernés, alors qu'on est tous d'une certaine façon concernés. C'est pas possible ne pas s'engager à un moment donné, en tout cas par l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et on peut tous à un moment donné de nos vies, moi, je connais des personnes qui ont perdu des enfants. Donc,
avoir cette sagesse aussi d'éveil de conscience. Alors, on n'est pas tous des lumières, des guides et des aidants hein, et des thérapeutes sur Terre, hein, c'est pas le sujet. Mais d'être dans cette écoute-là, à mon sens, c'est vraiment le message à donner aussi dans le cadre de ce live aussi, c'est de partager. C'est universel comme sujet. Et à mon sens, alors, ça n'engage que moi, hein, mais quand on a des difficultés avec le deuil, avec la mort, c'est qu'on a aussi des difficultés avec la vie. Ça fait partie intégrante de notre vie, en fait. Et c'est vraiment se voiler la face que de ne pas avoir envie de parler de ce sujet. Et si grave soit-il, ben justement parce qu'il est grave, parlons-en. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on en parle, des fois, il est trop tard. Il faut démystifier la mort, ça c'est sûr. Ça Complètement. peut arriver à temps. Alors on ne sait pas quand. J'avoue que jusqu'en 2016, je ne me sentais pas forcément concernée par effectivement les parents qui perdaient des enfants. Mais à chaque fois, j'étais bouleversée quand j'entendais que c'était arrivé, parce que ben, forcément, on se projette dans cette situation-là. Et puis ben, surtout, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles on a créé l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, avec Caroline et Sandra, c'est que plus il y aura de personnes qui seront sensibilisées au sujet, et plus ils pourront ben, envelopper les personnes à qui ça arrive, et qu'elles ne se prennent pas en frontal des remarques ou des, des complications administratives de la part de personnes qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui n'étant pas préparées, Ils sont maladroits. réagissent avec ben, leurs propres outils à eux, et ça donne pas forcément des choses chouettes. Et du coup, nous, on voulait essentiellement pouvoir ben, déjà donner aux parents à qui ça arrive toute une palette de ressources, parce qu'on appelle ça un peu une boîte à outils, c'est-à-dire que bon, pour moi par exemple, la méditation a très bien fonctionné, pour un autre parent ça peut être la marche, pour un autre encore ça peut être le dessin, moi aussi l'écriture a été super importante pour moi. Il y a énormément, il y a toute une palette d'outils à laquelle on ne pense même pas, parce que quand ça nous arrive, on est tellement sous le choc, comme je disais, on est en mode survie. C'est plus tard qu'on pense à se reconstruire, à ramasser les petits morceaux de nous et à les remettre dans un schéma et une image qui va avoir à peu près du sens, même si on sait bien que ce sera plus jamais celle d'avant. Et du coup, pour nous, c'est essentiel d'en parler, parce que plus les gens seront sensibilisés sur la question, plus ils seront sensibles à leur entourage. Et il faut savoir que, ben, effectivement, il y a 12 000 enfants qui décèdent par an. On peut se dire, oh, c'est pas grand-chose. Mais par rapport au deuil, il y a énormément de personnes qui Ils décèdent sont chaque an. touchés, Et tout le monde a connu au moins un deuil dans son entourage, que ce bien soit sûr. les parents, un ami, un collègue, tout le monde est touché. Donc il ne faut pas juste aller à la cérémonie, puis se dire le soir, oh bah ouf, ça m'a frôlé de plus ou moins loin, et puis maintenant je reprends ma vie d'avant, et c'est pas grave, jusqu'à la fois suivante. À chaque fois, il faut prendre conscience de ça. Et petit à petit, il faut apprivoiser l'idée que, bah oui, on y sera confronté un jour ou l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Et alors pour aller pas plus loin, parce que ce que tu dis est posé, mais juste pour des fois aussi éveiller les consciences par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a des neveux, il y a des cousins, il y a des tantes, il y a des oncles qui sont touchés par la mort et par le départ de Laura en l'occurrence et des autres enfants. Et après, dans la généalogie, c'est compliqué aussi après, des fois, d'aller au-delà de certaines générations parce que justement, il n'y a pas eu cette part de paix aussi par rapport à cette personne qui n'est plus dans la généalogie, en tout cas qui n'est plus présente en tout cas. Et donc c'est compliqué après. Et ce sont aussi des traumatismes qui vont perdurer dans les générations. Donc c'est vraiment, ce sont des sujets dont il faut avoir beaucoup de délicatesse, mais c'est important d'en parler parce que il n'y a pas de mots de toute façon pour Non, moi, être juste avec les gens qui ont perdu des non. proches. Rien ne remplace l'écoute muette en fait. Hein. Voilà, c'est Ah, et puis ben, ok, on peut être maladroit, mais il faut jamais oublier une chose, c'est que il vaut mieux encore être maladroit plutôt que de faire preuve d'indifférence. ça. Parce que ça fait terriblement mal. Quelqu'un qui tout d'un coup vous parle plus, change de trottoir quand il vous croise, ça m'est pas arrivé à moi personnellement, mais des parents me l'ont raconté. C'est terrible. Et ce que dont tu parlais tout à l'heure par rapport au trauma sur les générations, ça c'est parce qu'on a fait de la mort un tabou. Il faut parler des gens qui sont partis. Moi, ma Laura, on en parle. On n'en parle pas comme
oh là là, c'est l'instant où on va pleurer, attention, on va parler de Laura. bien Non, sûr. on évoque qui elle était, ce qu'elle faisait de drôle, de moins drôle. On continue à se moquer gentiment d'elle aussi parfois. Et pour nous, les parents et toute personne qui a perdu un être cher, je pense notamment aussi aux conjoints. Si vous perdez votre, voilà, la personne, votre âme sœur, bah forcément, si plus personne vous en parle de votre vie, ça va être plus compliqué à vivre que si les gens acceptent et ne vous regardent pas en se disant bon, quand est-ce qu'elle a fini parce que là, je suis pas super à l'aise. Euh, il faut réintégrer la mort dans la vie. Il faut arrêter de la mettre sous le tapis et de se dire que tant que ça ne nous impacte pas frontalement, on n'a pas besoin de s'y intéresser. Après, on peut te poser la question simplement, est-ce que ça t'ennuie que je t'en parle? Mais j'ai envie d'évoquer, voilà, tel et tel souvenir. Moi, ça m'arrive aussi, tu vois, d'avoir de la bienveillance par rapport à ça. Mais c'est pas de la curiosité, mais c'est de l'intérêt aussi pour l'autre qui est encore dans le deuil, quel que soit le nombre de semaines ou de mois. Mais On de va dire faire comme si ça n'avait jamais existé, c'est pas ouais. juste non plus. Enfin, moi, je n'arrive pas, si tu veux être en présence de quelqu'un qui est dans le deuil, à faire comme si, en fait. C'est pas possible. Et dès que cette personne-là m'évoque cette personne qui est décédée, j'ai besoin de dire qu'elle est là, en fait, parce que elle est là pour moi. Donc, je considère que après, voilà, chacun est comme il est. Bien sûr, on a de la pudeur, on a de l'éducation, on a des peurs aussi, on a des doutes sur nos capacités, mais parlons les uns avec les autres. Je veux dire, il n'y a rien de grave à dire à quelqu'un. Est-ce que tu m'autorises? J'ai envie, je sens que, est-ce que ça te gêne si on en parle? Je veux dire, soyons simples. L'autre peut répondre non. Je ne suis pas prêt, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Et de différer la conversation. Enfin, moi, je après, dis-moi ce que tu en penses, Hélène, mais Non, non, mais c'est tout à fait ça en fait. On sait très bien mettre un stop si pour nous bien c'est trop sûr, ou qu'on voit qu'on va pas gérer les situations. On sait aussi dire à ce moment-là, ben, j'apprécie ce que tu es en train de faire, mais bien sûr. moi c'est pas le bon moment, tu vois. Mais en règle générale, c'est plutôt bien accueilli parce que justement il y a si peu de gens qui le font. Oui. Euh, mm. Alors, tu as évoqué les mamans lumineuses, je l'ai évoqué en début de live. Alors, je préviens les personnes qui nous suivent maintenant ou qui regarderont plus tard ou qui vont découvrir sur YouTube, peu importe. Donc, il y aura au moins 3 lives, hein, puisqu'on a décidé qu'on Mm. c'est programmé. Un sur les mamans lumineuses et les papas aussi, qui est donc votre association. Et puis, il y en aura en septembre avec un autre livre qui va sortir. Et donc, ce ne sera pas toi. Mais on en Non. refera régulièrement parce que je trouve que voilà, si vous êtes OK, que ça s'est bien passé et qu'on verra des petits textos après en disant alors c'était comment, parce que voilà, je trouve que c'est une forme de récurrence qui mérite d'être présent sur les réseaux parce que je sais que vous avez des projets aussi qui vont émerger sur l'association et j'aimerais bien voilà, qu'il y ait un quatrième, etc. Et que voilà. Mais est-ce que tu veux me parler un petit peu justement de ta rencontre aussi avec l'association et comment ça s'est mis en place par rapport à ta... Alors, ben, ok. Ben, en fait, avec Caroline, on s'est rencontrés juste avant le deuxième confinement. Ceci dit, je l'avais déjà croisée sur les réseaux sociaux environ une petite année avant. Et on avait des synchronicités assez étonnantes par rapport à l'envol de nos filles et à ce qu'on en avait fait après. Bon, déjà, elles avaient 24 ans toutes les deux, Anaïs et Laura. Et puis surtout, on avait fait le choix de répandre les cendres sur la dune. Donc moi, c'est à la Cano. Et Caroline, c'était la dune du Pilat. Et donc un jour, je vois passer une jolie photo de la dune du Pilat. Et je remarque très rapidement les mots dune, cendre, fille, 24 ans. Et je me dis, waouh, ça me fait tout de suite ça, tu vois. Donc j'envoie un message à la maman, que je connais pas du tout. Et puis bah, elle n'était pas prête, ça faisait à peine 9 mois qu'elle avait perdu sa fille. Donc elle me répond très gentiment, hein. Et puis quand je propose une rencontre, là, elle me répond plus. Donc je me dis, bon, bah, elle n'est pas prête. Et c'est elle, plus tard, donc 9 mois plus tard, cette fois, elle était prête et elle se dit, et si je rencontrais toutes les mamans autour de moi, les mamans comme moi. Et donc, bah, elle me contacte moi en premier et on passe 2 heures au téléphone. J'en parle assez longuement dans le livre hein, de ma rencontre avec Caroline. Et puis, ben, c'est coup de cœur amical, instantané. Il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Et on décide de se voir très rapidement. Donc c'est ce qu'on fait. Et en même temps, donc, elle prend contact avec Sandra. Et donc elle va aller jusqu'à Biscarrosse
pour déjeuner chez Sandra et faire sa connaissance. Et elle revient, elle me parle de Sandra avec énormément d'enthousiasme. Et effectivement, Sandra, je l'avais vue passer aussi sur les réseaux sociaux et je me disais que waouh, parce que Sandra, elle, ça faisait à l'époque un an, même pas un an, je crois, qu'elle avait perdu sa fille et elle était déjà dans une énergie de attention, hein, si on veut s'en sortir, il ne faut pas aller sur les groupes de deuil parce que ça nous plombe. Il faut méditer, il faut prendre soin de soi, il faut marcher dans la nature. Et donc, elle avait déjà toute cette liste, hein, toute cette checklist de cette mini boîte à outils. Et donc, ouais, ça nous a percuté, Caro et moi, tout de suite. Et puis, ben, le deuxième confinement est arrivé. Donc, avec Sandra, on a fait connaissance par Zoom. Parce que ben, on se voyait une fois par semaine avec Caroline et Sandra. Et très rapidement, on a eu envie de créer quelque chose. Parce qu'on est parti du constat de tout ce qui nous avait manqué à nous au moment où on avait perdu nos filles, par rapport au manque de considération, aux failles de l'administration, au parcours du combattant qu'on avait dû faire sur certaines choses. Et que tout ça, à chaque fois, ben, ça nous... Et puis surtout, on avait réalisé une autre chose, c'est que à part nous proposer des antidépresseurs ou des anxiolytiques et nous dire le temps fera son œuvre, on ne nous proposait rien d'autre. Alors qu'on a quand même toute une panoplie de thérapies complémentaires qui sont très chouettes à Très explorer efficace aussi. et très efficaces surtout. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on mette à disposition, il faut qu'on fasse connaître tout ce qu'il y a pour que les autres parents s'en sortent aussi. Donc dans un premier temps, on a créé un groupe privé sur Facebook. Et je me souviens, quand on a lancé tout début décembre 2020, on avait un petit peu voilà, le cœur qui palpitait. On se disait, ça se trouve, il n'y aura personne. Oh, mais il va falloir s'en occuper. Et comment on va faire, etc. Et donc, très rapidement, on avait 50 personnes. Et puis, bah, aujourd'hui, on a presque 400 personnes, 400 par an sur le groupe. Donc, c'est les mamans lumineuses et les Et les papas aussi. papas aussi. Parce que pour nous, les papas sont Ouais. très importants. Et que c'est pas parce qu'on fait la part belle aux mamans, parce que c'est elle qui a porté l'enfant, que le papa ne compte pas. Et il y a des papas qui sont vraiment en demande aussi et qui peuvent bénéficier de cette fameuse boîte à outils qu'on essaye de donner. D'ailleurs, je pense que on est une des rares associations à faire des groupes de parole uniquement pour les papas. Il y en a un ce soir, me semble-t-il. Non, c'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Ouais. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, Biscarros, Lacano, la Dune du Pilat, je le situe en France. C'est dans le sud-ouest. Il y en a qui ont de la chance, hein. C'est du côté un petit peu de Bordeaux, par là, quoi. Voilà, mais le groupe de parole des papas, on le fait en visio parce que ça Ouais. nous permet de rassembler du monde de partout. D'ailleurs, nos premiers groupes de parole, on les a fait en visio. Ben, en fait, comme il y a eu le Covid et les confinements, il a fallu qu'on soit très créative. On a développé plein d'outils auxquels on n'aurait pas forcément pensé et on a découvert qu'on pouvait faire plein de choses. Notamment, on fait aussi des séances de sophrologie en groupe, des séances de Exactement. méditation guidée sur Zoom. Et c'est toujours un bonheur de voir les bienfaits que ça apporte aux mamans et leur retour après. Et donc voilà, on essaye plein de choses. Et puis ben, les parents nous suivent avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour le groupe, on n'avait pas besoin de s'inquiéter parce qu'en fait, il vit quasiment tout seul maintenant. Alors ce qu'on fait quand même nous, c'est que tous les vendredis, on publie ce qu'on appelle le bon plan du vendredi. Donc on va développer une thématique pour proposer justement aux parents d'échanger, soit sur une thématique spécifique, par exemple la semaine dernière c'était le deuil de l'enfant unique, Ok. soit sur une ressource. Donc on peut faire aussi des thèmes sur la méditation, sur les fleurs de bac justement, on n'en a pas encore fait mais on pourrait. On Tu a dit vois, qu'on le ferait, ouais. ouais, des tas de choses comme ça. Et puis on est aussi une association qui a une ouverture spirituelle. Alors pas religion, attention, ne mélangeons pas tout, dans le sens que nous, on croit en la survivance de l'âme, voilà. Ou en tout cas, tous les gens qui rejoignent l'association ont au moins des questions à ce sujet, ils ne sont pas fermés. Et à ce sujet-là, j'avoue que moi, j'ai été fermée pendant très longtemps. Voilà, ça je le développe aussi dans le livre. Mais ça rejoint, tu vois, on fait un petit peu une boucle. Ce que tu disais au tout début par rapport à la star de Bethléem et à la consolation, que ça peut consoler aussi les gens qui ne veulent pas être consolés. Et moi, c'est pas que je voulais pas être consolée, c'est que je voulais pas d'une consolation facile. Bien Et je sûr. suis persuadée que si j'étais réactive immédiatement à la survivance de l'âme, à tout ce qui pouvait se passer dans l'invisible, etc., j'irais pas vraiment au fond des choses, au fond de ma douleur, au fond de ma souffrance. Et que donc, si je m'en sortais, ce serait pas, comment dire, complètement authentique. Tu vois ce que j'essaye de dire?
un Complètement, petit peu. complètement. Et comme tu dis ça, moi, ça résonne en moi, Hélène, sur le côté. Il y a quelque chose d'indicible en nous, de la même façon que tu parles de Star of Bethlehem. C'est pas une consolation intellectuelle dont il s'agit, hein. On est sur quelque chose qui, c'est notre âme qui résonne et qui vibre à l'indicible. C'est ça ce qui se passe. Parce que si c'est que, comme tu dis, cette consolation éphémère, alors, je sais pas, c'est pas le terme que tu employais, mais euh, qu'est-ce que tu as dit? Je crois que j'ai dit facile, Facile. même si j'ai conscience que c'est pas forcément plus facile parce qu'on croit en Non, l'au-delà. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, je me serais dit, oui, bon, tu as choisi la voie facile parce que ben, ton éducation, ceci, cela, et que donc voilà, tu as les réponses toutes prêtes, tu les prends. Non, moi, les réponses, je voulais les trouver par moi-même, pas et, qu'on me les mette sur un plateau. non, et ça se passe à quelque chose, à un état d'ouverture Mm. qui se passe au-delà d'intellect. C'est-à-dire que ce que tu témoignes aussi dans ton livre sur ce qu'on peut appeler des signes, c'est quelque chose qui vient aussi avec une ouverture. Alors, c'est pas de l'intellectuel, hein. C'est quelque chose qui est au-delà du désir en fait. Donc, quand ça arrive, ça arrive. Je pense qu'il y a une forme de lâcher prise par rapport à ça, et c'est une consolation qui n'est pas justement facile. C'est une certitude qui vient se figer là en fait, hein. C'est pas quelque chose qui s'est construit avec la volonté en fait. Alors oui, mais il faut quand même ouvrir la porte. Tant que j'avais pas ouvert la porte, C'est il se passe ça. pas grand-chose. Du jour où j'ai décidé, ok, arrête de te faire du mal, et si ça c'était vrai, et si ça c'était vraiment un signe de ta fille, euh, voilà, et ben là, j'ai entrouvert la porte un tout petit peu, et ça fait pfff. Et ce qui a suivi derrière, mais je m'y attendais tellement pas. Et de toute façon, on le sait en nous quand c'est ça, et qu'on s'affabule pas des choses, on n'imagine pas des choses, parce qu'on a cette espèce de chaleur qui nous envahit, comme des frissons, et on peut pas nier ce sentiment-là. Et voilà, et c'est là où on rejoint ben, l'indicible dont tu parles, cette partie de nous qui est un peu hors d'atteinte, mais qui en même temps est si facile à atteindre si on s'en donne les moyens. Et voilà. Mais cette ouverture, je me pose la question de si elle vient vraiment de notre volonté ou si ça se fait à force de voir aussi quelque chose. Tu vois, je pense qu'il y a des deux en fait. Il doit y avoir aussi une part de tangible autour de nous qui fait qu'à un moment donné, cette ouverture, elle se fait aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas que, enfin, à mon sens, hein, mais je me trompe peut-être, hein, qu'un jour il n'y a pas un déclic en disant il faut que j'ouvre mon esprit. C'est que à force de témoignages, à force d'ouverture aussi autour de nous, l'ouverture, elle se fait en fait. Ben, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai commencé à lire énormément. Donc, Ça j'ai lu participe, c'est sûr. énormément de livres sur le sujet. Et donc, il y a des petits déclics qui se sont mis en place en moi. Il y a des choses, je me suis dit, mais oui, mais ça, je sais, ça, c'est évident. Bien sûr. Voilà. Donc, au fur et à mesure, c'était comme si je reconnaissais un peu la carte spirituelle de mon monde intérieur Exactement. et que je retrouvais les clés pour y aller. Mais en fait, c'était pas une découverte, c'était juste une reconnexion, puisque je l'avais toujours eu en moi. C'est juste que je voulais pas forcément le voir ou y aller. Voilà, parce qu'on a toujours un petit peu peur de ce qu'on connaît pas ou de ce dont on a oublié. Mm. Et c'est ce qui apaise aussi terriblement parce que pour le coup, le lien, il demeure. Il est tangible, même si c'est imperceptible. Comme tu parles de cette forme de chaleur, il y a quelque chose au niveau du corps qui parle et qui Oui. parle de cette joie, de cette connexion-là. Et là, ça peut pas trahir autre chose en fait. Et je pense que quand ça passe par le corps, c'est tellement puissant que l'intellect a beau essayer justement de rationaliser, à la limite on s'en fiche. Ce qui est plus important, c'est le ressenti aussi de ce bien-être qui se dégage de ces moments-là, même si fugace soit-il. Je trouve que c'est vraiment important aussi Oui. de s'y accrocher, quoi. Et après, je pense que de plus en plus de personnes parlent de ce type de D'expérience et de ressenti. d'expérience, de ressenti, exactement, de témoignages qui font que bon, on est dans une forme de communauté aussi de partage et de réassurance par rapport à ça. Et après, on n'a plus besoin d'être rassuré, on sait que de toute façon c'est, donc c'est ok en fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins tabou qu'il y a plusieurs années. Complètement Et d'accord. donc, C'est tellement vrai. Merci Sarah. C'est ah, ça.
Une de nos mamans, Sarah, elle est en Belgique. Et ben voilà, Sarah, merci. Bisous, Sarah. Ouais, tu sais, je dis souvent bienvenue aux gens qui s'abonnent et j'avais dit bienvenue ce matin et elle m'a répondu et c'est vraiment cool. Je me suis doutée parce que d'un seul coup, j'ai eu 5 personnes qui se sont abonnées à mon compte. Je me suis dit, ah ça, c'est les copines d'Hélène. En tout cas, c'est des gens du compte qui se disent, ah tiens, je vais aller écouter Hélène. Ah, bah, attends, ton premier live, c'est un peu normal qu'elle soit là aussi. Je trouve ça plutôt cool, quoi. Et qu'est-ce que Et tu... Oui, on en a rencontré beaucoup en vrai aussi, hein. On ne fait pas tout que sur Internet. bien sûr. Donc, comme on fait aussi des conférences, Oui. des rencontres, des choses comme ça. Sarah, notamment, elle vient à tout ce qu'on fait. Donc, Bah, Sarah, justement, si vous voulez ouais. mettre un petit mot, peut-être que voilà, il y a peut-être aussi des parents qui osent pas, ou je sais pas, enfin des oncles, des tantes, on s'en fiche, peu importe, mais voilà, c'est bien aussi de pouvoir laisser un petit témoignage pour ceux qui connaissent pas non plus les mamans lumineuses et les papas aussi. Donc Facebook, Instagram, Oui, et puis le site internet. Hein. le site internet, voilà, qu'on avait Alors, surtout. ouais, tu Assez sais que là, ce rapidement. live, je le mets sur IGTV, après je le mets sur YouTube tout à l'heure. Et en général, je remets tes liens et je remets aussi le nom de l'association, etc. Donc, c'est ce Ok, que je ferai à chaque live, en fait. Je remets à chaque fois dessous, sans descriptif. Comme ça, chacun va aller chercher les informations là où ils ont envie, en fait. Hein. ok, C'est trop bien. important. Ouais. Et du coup, ben, si je rembobine un petit peu, donc je parlais du groupe sur Facebook. Oui. Et au mois de mars 2021, donc 3 mois après la création du groupe, on a pris la décision effectivement de se structurer en tant qu'association. Parce qu'on voulait se donner les moyens des projets qu'on voulait mener. Et donc pour ça, ben, il faut avoir une existence un peu plus légitime que juste un simple groupe privé sur Facebook. Et là, tout s'est enchaîné très très vite, puisqu'on a déjà fait 2 conférences, donc une en octobre de l'année dernière et une là le 15 mai. Et la prochaine sera d'ailleurs le 23 octobre. Donc toutes les conférences sont à Biscarros, puisque c'est Sandra qui est notre comment dire, moteur pour les conférences. Et du coup, il y Et a des thématiques à chaque fois. oui, bah, la dernière conférence, on a invité justement Dorothée Laurent, qui a aussi écrit une très jolie préface pour mon livre, mais qui a surtout écrit le livre Les chemins de la résilience, Ok. et qui est venue donc nous faire une petite présentation sur la résilience, ce que c'est la résilience. Et, et voilà, et donc on adore Dorothée. Elle a une manière de s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, qui fait mouche tout de suite. Et puis elle est toute pleine d'énergie, elle est toujours souriante et elle fait un bien fou à tous ceux qui la rencontrent en fait. Et du coup, on était super contente de l'avoir à notre conférence et que les parents puissent la rencontrer aussi. Donc on essaye d'avoir des thématiques. L'après-midi, on a eu Sonia Bonneau qui est médium, mais qui aussi a fait une intervention sur l'intuition. Et donc on essaye d'avoir à chaque fois des thématiques avec des conférenciers et puis aussi la partie médiumnité publique. Voilà. Et le 23 octobre, Oui. vous avez la thématique déjà? Non, on est encore en train de finaliser le programme. Ok. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus. On sait qui vont être les intervenants, Ok. mais voilà. Après, on va faire le programme et puis on va annoncer tout ça assez rapidement, je pense. On a une grosse, grosse réunion de bureau avec les filles par Zoom mardi prochain et on a Ok. énormément de sujets à couvrir. Mm. Est-ce que tu vois d'autres choses à partager autour de la lecture aussi de ton livre? C'est pareil, je mettrai le lien aussi de ton livre, hein, qu'on peut trouver partout en fait. Oui, oui, oui. En fait, effectivement, sur Internet, on peut le trouver déjà sur le site de l'éditeur, les éditions Maya. L'avantage de le commander sur le site de l'éditeur, c'est que vous ne payez pas de frais de port. Alors que si vous passez par Amazon ou autre, il y aura des frais de port. Et puis surtout, ben, voilà, il est aussi dans quelques librairies en physique ou alors on peut le commander si on n'est pas trop pressé. Et puis, donc oui, c'est chouette, ça fait un petit peu plus d'1 mois que la sortie officielle a eu lieu. Et j'ai déjà des retours par rapport aux gens qui l'ont lu et je suis très très émue. Notamment, j'ai eu un retour par mail de quelqu'un, donc un monsieur en plus, qui n'a pas perdu d'enfant, voilà, mais qui a lu mon livre et qui m'a fait un retour bouleversant dessus. Donc ça va au-delà vraiment des parents qui ont perdu un enfant, comme je disais tout à l'heure. C'est ce que j'essaye de donner, c'est redonner l'espérance en la vie quand on a subi un tel coup dur, qu'on a l'impression que plus rien vaut la peine.
Et donc voilà, avec ma jolie spirale des saisons, j'essaye de faire ça avec mes petits moyens à moi, en vous emmenant effectivement dans ce que moi j'ai traversé avec ma petite tribu. Et voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place pour s'en sortir. Et le livre, en fait, il se termine le 2 mars 2021. Ça, c'est mon dernier jour d'écriture, le non-anniversaire de ma fille. Donc ça fait plus d'un an que j'ai terminé l'écriture. Et quand je regarde, je me dis, mais c'est fou tout ce qui est arrivé l'année d'après, quoi. Alors Caroline, à chaque fois, elle me dit, mais ta vie est un roman, Hélène. Donc, Tu es une fille romanesque. ouais. Et même par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, les sujets des signes, de la spiritualité et tout, j'estime que là, aujourd'hui, j'écrirais quelque chose de totalement différent. Parce qu'il y a eu une telle évolution en un peu plus d'un an. Que voilà, c'est déjà presque obsolète à mes yeux à moi. Alors ça l'est pas par rapport au parcours de chacun, parce que ben effectivement, on n'arrive pas de A à Z comme ça en un claquement de doigts, il y a plein d'étapes. Mais on continue toujours à grandir et à apprendre, et la vie continue à nous apprendre et à nous donner des jolies surprises. Alors dis-moi, toi qui as vécu en Angleterre, et Oui. tu vas le faire traduire en anglais, j'imagine, ce livre. Alors j'aimerais bien. Mais ceci dit, tu vois, je suis un petit peu partagée entre deux émotions, c'est-à-dire le traduire moi-même, j'en serais capable, puisque ben, ayant vécu 12 ans en Angleterre, j'ai le bon niveau pour le faire. Mais j'ai très très envie aussi d'écrire le deuxième livre. Et Oui. donc, j'ai pas le temps de faire les deux. Non, mais tu peux trouver un éditeur en Angleterre qui va se charger de Voilà. la traduction. C'est pas le problème, tu vois, c'est leur problème à eux. Mais que tu trouves un éditeur qui a un lectorat un peu français qui pourrait faire la traduction et je trouve que ça vaudrait quand même le coup que voilà parce que ton cœur est aussi un peu anglais finalement. Ah bah, tout à fait, oui, c'est ma deuxième maison là-bas. Quand je vais voir mon fils dans la région de Nottingham, il habite, hein, Melton Mowbray là-bas, dans les Midlands, j'ai l'impression de rentrer un peu à la maison aussi, quoi. Il y a une Et partie de puis moi. et puis Laura a vécu aussi en Angleterre, hein. Toute sa petite enfance, les années où elle Exactement, était le plus heureuse, c'était en Angleterre. exactement. Et comme ça, il pourra traverser les continents aussi, parce qu'il y a beaucoup. Oui. Cette langue, elle est quand même très universelle maintenant, hein, donc ça va toucher aussi d'autres parents qui, voilà, qui connaissent aussi les mêmes aventures. J'aimerais beaucoup, mais je me fais pas de soucis, ça doit Non, arriver, c'est moi non plus, une étape à la fois. c'est certain. Tu vois autre chose, Hélène, avant qu'on se sépare? Ben non, comme je disais, je suis très touchée que tu m'aies invitée là, Bah, moi à aussi, parler. je suis touchée que tu aies accepté. Oui, et que toi aussi tu aies lu mon livre en plus, donc ouais. Je sais pas, je vis un petit peu tout ça, bah, pas dissocié parce que je sais que ça arrive vraiment à moi, mais un peu éberluée, tu vois, quand je regarde derrière moi, je me dis, ah oui, ok, il s'est passé tout ça. Ah, et c'est donc une des trois filles en moi qui a fait en sorte que tout ça s'est arrivé. Ça doit être les trois en même temps en fait. C'est une sacrée victoire. Et puis bah, un gros gros coup de pouce de là où je pense aussi et de ma fille qui veille sur moi, il faut pas l'oublier. C'est certain. Tout à l'heure, j'étais en voiture et je pensais très fort à Laura et il y a un papillon blanc qui est passé, qui a traversé devant la voiture et ça m'a fait quelque chose. Merci. Alors, pour ceux qui le savent pas, moi, j'ai des trucs avec les papillons blancs, donc voilà, ça peut Ah, arriver. Parce que j'avais déjà fait un live aussi avec une femme qui est à Marseille qui s'appelle Ghislaine Evangelisti. Et j'ai eu, après le live, j'ai eu un signe comme ça avec le papillon blanc. Donc voilà, je pense que ça n'est pas le fruit du hasard. non, il n'y a pas de hasard. Non, on est d'accord. Eh ben, écoute, merci encore une fois très fort, Hélène, de ce moment de partage. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Oui, malgré le stress, je pense que oui. Un petit peu de rescue, puis tout va bien après, hein. Oui. Eh ben, je te souhaite une belle soirée. Je te remercie infiniment encore. Moi Et aussi. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints et ceux qui nous écouteront plus tard en replay.
Merci. Exactement. Et j'espère qu'il y aura plein de témoignages dessous parce que ça va toucher évidemment beaucoup de personnes. Et je te repartagerai ces petits commentaires où tu iras regarder sous la chaîne YouTube. Mais voilà, après, elle fait moins d'une heure. Si tu veux, tu pourras reprendre cette vidéo et la mettre sur ton compte aussi, si tu as envie qu'elle soit regardée sur ton compte Instagram. Tu vois, quand ça fait moins d'une heure, tu pourras la télécharger. Je te dirai comment. Merci. Et donc voilà, après, bah, partagez autour de vous, hein, c'est vraiment le but en fait. Et tous ceux qui n'ont pas Instagram, ils pourront aller sur la chaîne YouTube que j'ai. Voilà, il suffit de faire mon nom et mon prénom. Et voilà. Merci Nathalie. Merci Merci. Hélène, merci à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bisous. Au revoir. Au revoir.